qu'il y a un manque de volonté quand même au niveau de l'État. Quelque part, si l'État veut, il le fera. Il faut relativiser. Parce qu'on a fermé la frontière officiellement, les longs camions ne vont pas, mais les petites voitures, c'est-à-dire qu'on fait les transportements dans les petites voitures, même sur les motos, pour pouvoir traverser la frontière. C'est ça même qui est en vogue présentement. Donc, quand on prend cette histoire, vous voyez, ces centres, à l'origine, c'était pour soigner les malades mentaux. Voilà, et puis les désintoxiquer les jeunes, ou bien des voyous, on les envoie pour être de rééducation. Addition à la drogue, dépendance. Voilà. Et quand vous voyez souvent, et ça aussi, ça dépend des conventions que nos États signent en désordre. On signe des conventions de financement pour construire des maisons de culte partout. Il n'y a pas que des mosquées, il y a même des... Non, c'est général. Voilà. Les confessionnels généraux sont quand même... Au Togo, ici, il y a eu le phénomène qui a été dénoncé en temps par la presse, où dans certaines écoles à l'intérieur du pays, les sévices continuent. Les jeunes avaient totalement disons, il y avait des écoles coraniques qui devaient s'habiller voilés, complètement voilés. On n'a que les yeux qui se font voir, masqués. Voilà. Et pas plus tard que, je crois, c'était cette semaine, la semaine dernière, Liberté même avait fait mention dans un de ses numéros qu'il y a un chef djihadiste au Togo. Oui. Parce que lui, il applique la charia. Ce qui veut dire que le phénomène, ce n'est pas seulement au Nigeria, mais c'est partout. Ça a des relais un peu sur le journal. Lorsque nous prenons les maisons, souvent de prière, les couvents, souvent même dans nos églises, on dit, chez les filles, c'est souvent quand vous prenez une fille qui a fait le couvent et qui s'est échappée, qui n'a pas fini, mais parfois certaines sont stigmatisées à vie. Et donc, au fait, ce n'est pas seulement chez les musulmans que cela se passe. Peut-être là-bas c'est un peu à grande échelle, mais partout, sur toutes les congrégations, vous voyez même des maisons de prière aujourd'hui dans nos pays, des maisons de prière qui sont installées où on enchaîne des gens, où des gens sont malades, au lieu d'être à l'hôpital, ils disent qu'ils vont à la maison de prière, parce que là justement, la médecine moderne n'a pas pu échoué, effectivement, parce que quand vous allez, on dit que c'est cher, quand vous allez, on fait de mauvais diagnostics, et les gens disent, ils sont passés partout, par les grands médecins, ils n'ont rien trouvé comme chose, et ils s'en vont rester dans la maison de prière, où ils sont enchaînés. Donc, même ici au Togo, il y a des centres qui ont été identifiés. Voilà, dont les gens parlaient, on enchaîne les gens. On chicote les gens. Oui, ce n'est pas seulement au Nigeria, mais c'est partout en Afrique et aussi au Togo. Donc il va falloir que l'autorité, ce n'est pas l'échec de l'autorité du Nigeria, ici également, l'autorité a sa responsabilité pour revoir tous ces centres-là. Les centres coraniques, c'est très important. Dans les quartiers, vous voyez, on ne sait même pas quel diplôme les gens vont avoir pour travailler où, et on continue de les encourager à faire ces écoles jusqu'à la fin. Or, on peut le faire en binôme, en faisant l'école ordinaire et autres pour pouvoir avoir classique, pour pouvoir avoir des diplômes et pouvoir postuler. Sinon, on fabrique, je ne sais pas quoi, des djihadistes comme on le dit. Alors là, maintenant, quand on prend, moi, c'est le chiffre qui m'impressionne, les 300 qu'ils sont. Je regardais la vidéo tout à l'heure avant de venir pour l'émission. Il y avait beaucoup d'adultes parmi eux. Puisqu'on parle là de soumis à des conditions inhumaines, d'autres ont été sodomisés par leurs professeurs. C'est quoi? Les professeurs sont plus nombreux que vous? Non, pas ça, parce que même si l'organisation mentale qui fait que... Tout à fait, et l'organisation même à l'interne fait que si les professeurs même ne sont pas au vu de leur effectif, mais on peut quand même les contrôler aussi bien, parce que là-bas vous n'avez d'abord le fait... On leur fout tellement la couille que si vous voulez vous opposer, c'est l'enfer. Voilà, tout à fait. Ce que vous subissez là-bas, peut-être ils n'hésiteront même pas à menacer les gens même de mort lorsque vous allez quand même vouloir sortir, disons, les grilles pour pouvoir quand même s'échapper. Je pense qu'il peut même, parce que ça, il faut quand même, je dirais quand même, disons, fuir assez profondément s'il n'y a même pas eu des gens qui ont quand même perdu la vie face à des situations d'évasion. Il peut y en avoir, parce que lorsque on peut torturer un enfant de 7 ans, jusqu'à lui, parce que le premier, la première vidéo qu'on avait suivie où les gens tenaient quand même des poils enchaînés
à l'âge de 7 ans, vous comprenez directement que disons, ces sévices-là ont pris des relents assez profonds et qu'il faut quand même remonter un peu plus haut pour savoir réellement ce qui s'est réellement passé. Parce que si on s'en tient seulement au fait qu'on a découvert ces enfants qui sont libérés et puis on laisse passer, je pense qu'on ne trouvera véritablement pas la racine qui a poussé ces gens-là. Mais parce qu'il faut quand même chercher la cause. Et puis la finalité quand même de ces enfants lorsqu'ils finissent ces formations-là, ça permettra réellement de pouvoir repositionner le problème et de le résoudre à fond. Et c'est ça, c'est le vrai djihadisme. Parce que si des gens ont pu accepter, subir ça, être sur place, ne pas pouvoir s'échapper, que ce soit peut-être un petit groupe qui a pu prendre un peu conscience pour s'échapper, aller dénoncer. C'est que les autres, le jour qu'on leur donnera des ceintures, allez vous faire exploser ici. Ils ne peuvent qu'exécuter. Donc, ils sont, disons, à l'image peut-être des gens qu'on dit exécution avant réclamation, où on les envoie d'aller faire du bordel, ils s'en vont le faire, on dit que parce que c'est les chefs qui ont là-bas, dit. c'est pire donc, que ça. C'est pratiquement il y a des passerelles de liberté lorsque vous prenez les causes habillées, oui, c'est pire. Non, c'est pire. Mais Francisco a fait tout de suite un parallèle avec ce qui se passe par exemple dans certains centres de prière également. Moi j'avoue, j'en ai été une fois témoin où je vois, sur un centre de prière, la personne était enchaînée, soi-disant atteinte d'une maladie mentale. Et au petit matin, le malade mental dit, je veux faire mes besoins, on le déchaîne, il va tout seul, il fait ses besoins, il revient, on le met en chaîne, et il a des semaines, il n'est jamais guéri. Il faut quand même que les autorités s'intéressent à ce genre de choses. Alors, je crois que si les citoyens découvrent des situations comme celle-là, il faudrait qu'on arrive à les dénoncer. Je ne crois pas que lorsque, par exemple, vous avez une situation comme celle-là, vous approchez la police, vous approchez la gendarmerie va dire non, c'est bien, etc. Non, je suis sûr que si c'est dans notre pays ici, la gendarmerie fera une descente rapide. Tout à fait. Il y a une efficacité quand même. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas se permettre d'accepter des situations comme celle-là. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire, que dans certains centres, j'en connais un peu à l'intérieur dans le pays, et qui font des choses comme ça parce que telle personne est malade, elle est enchaînée, la famille accepte bien, venir de temps en temps lui donner de la nourriture, mais on prie matin au soir, on peut même le frapper de temps en temps avec des trucs pour le faire sortir, donc l'esprit mauvais du corps. Donc c'est des pratiques tellement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le qualifier, mais c'est des mauvaises pratiques. De mauvaises pratiques. Et il faudrait que si un citoyen découvre une situation comme celle-là, il faudrait que le citoyen approche les autorités policières, les autorités de la gendarmerie, et que je suis sûr qu'ils vont faire des descentes sur le terrain. Oui, mais si les autorités ne savent pas, elles ne peuvent pas également réagir. Oui, pour finir, je pense que Samuel, ceci repose entièrement la question de la collaboration entre la population et nos forces de l'ordre ou quand même l'armée. Parce que, vous savez, cette situation ne pourrait être découverte sans quand même la collaboration. Parce que ces gens-là sont intimement liés, disons, au quotidien des populations. Et que s'il faut laisser, disons, le choix seulement aux forces de l'ordre de pouvoir mener des enquêtes pour les débusquer, je ne pense pas qu'on arrivera réellement à résoudre ce problème-là. Il faudrait une collaboration assez profonde. Francisco, le problème, c'est que si vous dénoncez, c'est le feu de Dieu qui va s'abattre. Non, il n'y a pas de feu. C'est une question de frère. Non, excusez-moi, il ne faut pas qu'on dédouane la responsabilité. Non, on ne dédouane pas. On dit quand même pour l'efficacité du mécanisme. Il y a des centres. On sait que l'autorité est au courant. Comment vous savez? Mais attendez. Les centres qui comment vous avez... Il n'y a pas d'organe. Attendez. Non, ça, moi non plus. Il y a beaucoup de centres. On estime que ça peut être il y a beaucoup de centres. Regardez, vous connaissez. Regardez, il y a la loi. Mais si vous connaissez, je pense que vous ratez sur le coup de la loi. La loi contre la pollution sonore des églises. Je vous donne un cas. Vous allez ici, là, à côté de Plateau. Et Plateau, quand vous logez en allant avec Carrefour Limousine, il y a une maison de culte là, quelque part là. Même quand vous êtes sur le goudron, dimanche, c'est-à-dire que de matin jusqu'à 20h. Non, mais ça a commencé par être réglementé. Ce n'est pas réglementé, là-bas ça continue. Je ne sais pas quelle puissance. Il y a les horaires. Non, quand vous prenez les centres. Il y a les horaires. Pour dénoncer, oui. Les gens l'ont fait, de façon que la police de culte s'est déplacée sur les lieux et a sévi là où il fallait. Si les gens ne réagissent Ils pas. n'ont qu'à demander par exemple. Il y a quelque chose de simple. Moi, j'ai fait ce débat sur la fermeture des lieux. Tout à fait. Et je sais, Basile était là. La question sur laquelle on a buté, c'est pourquoi les gens se plaignent facilement des bruits des églises et pas des bars? Des bars.
Non, on se plaint également des bruits des bars. Non. La question n'est jamais réussie, n'est pas évoquée comme. Voilà, les bars aussi évoqués, peut-être les bars. Non, mais vous en avez énormément dans chaque coin de rue. À chaque semaine, à chaque dîner. Oui. Parfois à des heures impossibles et personne ne se plaint. Il suffit que l'église commence par chanter Alléluia et puis. C'est les deux, c'est la même famille. Mais pour les lieux de culte où on fait des pratiques inacceptables, il faut que l'autorité publique. Il suffit de demander au CB, par exemple, de chaque localité de vous identifier ce qu'on-là. Ils vont le faire et laissez-les la liberté de travailler. Ils vont le faire et présenter les rapports et on verra. On va évoluer, on va passer maintenant au second sujet, les manifestations contre le 3e mandat d'Alpha Condé. De nombreuses heures ont agité Conakry mardi et fait au moins un mort de plus au 2e jour d'une mobilisation meurtrière contre un éventuel 3e mandat d'Alpha Condé. C'est ce qu'ont rapporté des journalistes, des témoins et des proches. Des centaines de jeunes très mobiles ont érigé des barricades, brûler des pneus et lancer des pierres sur les policiers et les gendarmes qui, à nouveau, étaient massivement déployés dans différents quartiers périphériques de la capitale et fiefs de l'opposition. Les forces de l'ordre ont riposté par des tirs de lacrymogènes. Adam Adjono, est-ce qu'on atteint l'escalade au niveau de la Guinée, surtout pour cette histoire d'éventuel 3e mandat d'Alpha Condé? Vous savez, c'est une question qui, à mon avis, repose deux dimensions de la chose. Parce que avant même la manifestation, il y avait l'autorité qui avait pris les dispositions pour dire que voilà, les forces de l'ordre seront casées dans les casernes et que ce sont les forces de sécurité. Voilà, et que ce sont les forces de sécurité. C'est quand même, disons, une disposition pour limiter un peu les dégâts. Parce que je pense que la Guinée nous a toujours habitués avec des jours de manifestation assez meurtrières et sanglantes. Et ça, je ne pense pas que cela puisse être des dispositions acceptables par le gouvernement. Parce que vous savez, les dirigeants ont surtout peur lorsque ces manifestations-là débouchent sur des victimes, des morts d'hommes. Et par rapport à cela, moi je me dis... C'est que ça vient toujours de ceux qui sont armés, c'est pas des deux, parce qu'il y a un gendarme aussi qui a perdu la vie. Je ne pense pas que ce sont les collègues gendarmes qui l'ont tué. Je pense que cela aussi proviendrait des manifestants. Et je pense que ces débordements-là ne seraient être liés seulement parce que dans un premier temps où, disons, le gouvernement avait vu, disons, le fait d'arrêter, disons, les responsables de l'organisation pouvait quand même passer un peu à adoucir un peu ces morts d'hommes de plus qu'on connaît en Guinée. Mais malheureusement, je pense que cela a pu susciter même d'autres réactions. Et ceux même qui ne devaient pas sortir pour ces manifestations-là l'ont fait. Donc je pense qu'il y a une question de stratégie au niveau même de l'organisation. Comment même encadrer les manifestations. Parce que au jour d'aujourd'hui, je pense que à la dernière nouvelle, ces gens-là sont présentés quand même à une juridiction qui devait donc répondre de leurs actes. Et je pense que ce n'est pas la même, c'est pas bien parce que de l'autre côté, il y avait les organisations ont toujours dénoncé le fait qu'il faudrait quand même aller à des jours de manifestation. Est-ce qu'aujourd'hui nous arrivons, disons, à des jours assez calmes en Guinée? Ce n'est pas évident. Et je pense qu'il faudrait quand même que le gouvernement anticipe en voulant quand même chercher le dialogue. Et ça repose entièrement un problème qui voudrait dire que je pense que le dialogue, à ce niveau-là, à ce stade de la chose, est rompu. Parce qu'on n'arrive quand même pas à canaliser les gens avec qui on doit dialoguer, on les arrête dans un premier temps. Et par-delà tout, on veut quand même les emprisonner. Je pense que, et on relance encore les journées de manifestation. Je pense que c'est très dangereux pour ce pays-là. Et le gouvernement devrait prendre la chose au sérieux. Basile, tout ça parce que, on doit le dire, on prête à Alpha Condé les intentions d'un 3e mandat. C'est ce que j'allais dire. Parce que jusqu'à présent, les manifestations sont contre quoi? Est-ce que Alpha Condé, personnellement, a dit que je veux faire un 3e mandat? C'est des intentions qu'on commence par lui prêter. Et prêtant des intentions, on réagit aux intentions. Le président ne s'est pas encore prononcé.
Le président n'a pas dit que je vais faire, ou bien je vais même changer la constitution parce que la constitution ne lui permet pas. En Guinée, la constitution ne lui permet pas. Alors, sur des intentions, on déverse les gens dans les rues, on organise des manifestations monstres, et lorsque la police, vous savez, c'est normal, lorsqu'il y a des manifestations dans une ville, en bloquant donc le passage, empêchant donc les gens d'aller dans leurs activités, il faut que la police réagisse. La police réagit, et vous voyez les gens, avec, je ne sais pas, de la pierre, avec tout ce qu'on a, on lance à la police. Ils sont même les premiers à les lancer. Normalement, comme on est en train de le dire, ce sont ceux qui appellent à ces manifestations-là qu'il faut d'abord interpeller. Vous leur dites, mais vous manifestez pourquoi? Le président dit quoi? Le président n'a encore rien dit. Canalisez vos élans et attendez que le président dise, je veux me présenter à un troisième mandat. Enfin, on prête des intentions au président, on réagit à ces intentions, et voilà des morts. À qui on va comptabiliser les morts aujourd'hui? Ce sont les manifestants, ceux qui appellent les gens dans la rue parce que le président est suspecté de vouloir faire un troisième mandat. C'est ça qui est un peu gênant. Toujours en Afrique, nous avons des situations comme celle-là, qu'il faut normalement qu'on voit clair. Le monsieur a-t-il dit je ferai un troisième mandat? Jusqu'à présent, non. Alors, ceux qui font les manifestations, ils le font à cause de quoi? Des intentions complètes dans le président. Je crois que c'est un peu malheureux, la situation qui se passe. En même temps, le problème, c'est que, c'est le calendrier de cette réforme. Alpha Condé a 1 an de la fin de son mandat. C'est maintenant qu'il est piqué par le virus de changer la constitution. Et 2, on les connaît, ces dirigeants africains. Quand ils changent, ils disent compteur à 0. Quelqu'un? Est-ce que c'est eux qui le... C'est pas... Je dis le Burkina Faso. Blaise Compaoré a tenté de faire. Le résultat est là aujourd'hui. Blaise est parti, resté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, si jamais Condé fait ça, je crois que déjà les démonstrations sont là. On ne le souhaite pas. Mais s'il le fait, et que bon, la situation l'envoie ailleurs, peut-être il peut atterrir dans un autre pays et faire sa vie là-bas. Je crois que pour le moment, c'est vrai qu'il y a un programme de revoir la constitution. Mais attendez que ce programme nous dise si l'intention est réelle. Maintenant, on anticipe sur l'intention et on crée des morts. C'est comme chez nous, il y a un adage, je ne sais pas si c'est un adage ou un proverbe qui dit quand vous avez été mordu par le serpent, vous créez les vers de terre. Ils n'ont pas vous avez déjà... Ils ont subi Lansana Conté, ils ont subi Sékou Touré, ils ne veulent plus le vivre. Vous avez déjà tout dit, mais vous savez, ce mois devait être un mois très généreux, le mois de Mouzer, mais malheureusement, il y a certains qui, comme Alpha Condé, qui gâchent la fête. Vous avez vu, par exemple, oui, non, mais il n'a pas besoin, parce que lorsqu'on est dans une période, c'est une ferveur, c'est tout un ensemble, hein, que ce soit les musulmans, les chrétiens. Moi, je ne sais pas si je suis musulman, chrétien, animiste. Je prie et ça marche. Et donc, quand nous prenons les actes où certains présidents fondateurs ont voulu marquer le mois, vous avez vu qu'au niveau du Cameroun, Maurice Kamto a été libéré. Au niveau de la Tunisie, ce que personne n'espérait, et à la dernière minute a été libéré. Et donc, voilà, Alpha Condé. Il y a eu même une grâce au Togo et puis une grâce au Maroc, on ne l'a pas dit. Voilà, pour le Maroc, c'est très important. Pour le Maroc, attendez, c'est encore que c'est une consoeur. Ouais. Excusez-moi, c'est très important. Et donc, mais au niveau de la Guinée, on voit maintenant Alpha Condé qui s'enfonce. Et ce n'est pas du tout normal. Abou le dit, il a dit tout à l'heure, on ne va pas avoir, disons, on ne va pas peser le mot pour le dire. Alpha Condé, c'est aussi une gangrène sur la route de la démocratie africaine, tout comme ce que nous avons vu au Bénin comme talon. Parce que nos présidents fondateurs, ils ne disent jamais leurs intentions. Jusqu'à preuve du contraire, ailleurs même, c'est les associations qui se font, qui disent qu'ils veulent obliger le chef de l'État à être candidat. C'est-à-dire que, voilà, ils veulent l'obliger, des associations. Ça veut dire que les présidents, c'est la même chose, les présidents même les présidents même n'ont pas de volonté. Il ne peut pas. C'est le peuple qui élit son président. Oui, ça c'est clair. Oui, ben, et il appartient à chaque parti politique de pouvoir la Constitution dit c'est 2 mandats. Il arrive à la fin des 2 mandats. On lui prête l'intention.
Mais attendez, Mamadou Issifou, il est à combien? Oui. Mamadou Issifou, non? Oui. Mais il est à quel mois de la fin de son mandat? C'est 2021. Mais il a déjà proclamé que je n'y vais pas. Il appelle les autres à faire comme lui. Mais c'est quoi cet orgueil que Alpha Condé ne peut pas surpasser pour afficher au monde que moi qui suis devenu en tant que démocrate, que je dise au monde entier, ben, je n'irai pas, ce n'est pas la peine. Les réformes qui sont en train de se faire, qui vont se faire, ne vont pas toucher la limitation des mandats. Pourquoi on empêche ces morts? Ce n'est pas, non, c'est pas la peine de nous dire que les gens sont sortis et ils sont manifestés, ils sont morts, c'est eux qui sont responsables. Non, c'est d'abord la responsabilité imputée aux dirigeants qui doivent veiller à la sécurité, à la sûreté des populations. On n'a pas besoin de ça. Le président Condé est un intellectuel, un professeur, on dit professeur. Je mets ça entre parenthèses. Parce qu'un intellectuel ne réagit pas comme ça. Alpha Condé doit être au-dessus de la mêlée. Même s'il est non au pouvoir. Oui, au pouvoir. Mais attendez, Alpha Oman Konaré, c'est un intellectuel. Ou bien? C'est des exceptions, ça. Mais pas des exceptions. Quand à son temps au pouvoir, quand vous allez au Mali, Alpha Oman Konaré est dans le bus et en train de sortir. Pas des voitures blindées comme on le voit ailleurs. Est-ce que vous voyez? Les hommes sont différents. Oui, mais les hommes sont différents. Et les profils incarnés. Non, ne transformez pas des hommes politiques en monstres. Parce qu'ils étaient là. Moi, j'ai vu des hommes politiques. Ils étaient là, on marchait dans la rue ensemble. Quand ils sont devenus hommes politiques, ils ont 4 corps chauffeurs partout. Quand ils sont descendus, on les suit 2 mois. Et puis après, vous les voyez en vous. Mais ce décor-là, je pense que ce n'est pas un décor qui brèche quand même la bonne gouvernance. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que pour lui-même, pour l'histoire, que lui, il est venu, il fait comme un Dadis Camara. C'est-à-dire que même pire. Parce qu'il est en train d'enregistrer des morts. Ce n'est pas maintenant, ça a commencé. À l'élection passée, il y avait eu des morts. Qu'est-ce que ça coûte pour Condé, qui, comme Agbo le dit, qui n'a pas exprimé qu'il va aller encore, de sortir, de faire un discours comme il avait l'habitude de le faire quand il était opposant, de dire que, oui, mes chers concitoyens, tout comme Mamadou Issifou l'a dit, moi, je n'irai plus au prochain mandat. On aura une élection libre et démocratique. C'est tout ce qu'on veut dire. Le problème, Adam Adjonou, c'est que quand un dirigeant veut toucher à la Constitution, tout de suite, les gens disent c'est parce qu'il est intéressé par la limitation de mandat. Je me rappelle, on avait prêté ces mêmes intentions à Yahi Boni, alors que lorsque lui-même disait, il voulait insérer, je pense, la Cour des comptes ou quelque chose comme ça, dans la Constitution. Mais Bénin avait dit niet, il veut toucher à l'article 37. Est-ce que c'est Alpha Condé ne subit pas un peu la même chose? Tout à fait. Et j'en venais, je suis très content que vous relevez quand même ce pan de sujet. Vous savez, c'est vrai que les Guinéens aujourd'hui prennent des intentions au président Alpha Condé. Mais l'autre aspect aussi, il faut remarquer que d'abord, lorsque vous prenez un peu les périodes d'avant Alpha Condé, comment ça s'est passé? Vous voyez tout ce qui donc a encouru jusqu'à son élection. Et je pense que après 10 ans quand même de pouvoir, ou du moins après le cheminement et l'expérience qu'il a eu de la gouvernance, il peut tout à fait vouloir quand même pour faire des propositions de loi qui puissent permettre de régenter un peu l'organisation de la Guinée pour que demain ou après-demain, qu'on ne puisse pas reconnaître les mêmes problèmes qu'on avait eu par le passé et qui a achoppé sur des situations désagréables pour ce pays-là. Malheureusement, on peut. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, voilà pourquoi quelque part je serais d'accord un peu avec la chute que vous avez fait en disant que il peut anticiper en disant s'il disait qu'il ne se représenterait plus, je pense que les Guinéens le disaient. Mais est-ce que réellement, disons, le fait de toucher la Constitution est orienté sur une personne? C'est un peu là le débat. Parce que lorsqu'on dit que... Et puis on dit... Condé avait dit entre-temps qu'il était hostile à la limitation de mandat. Il avait dit... Oui, c'est un peu ça, disons, c'est ces grains de sujets qui font qu'aujourd'hui, on tente à dire que réellement le fait de pouvoir parler de conscience, c'est pour se maintenir au pouvoir. Mais quelque part, est-ce que ces analyses-là ne lui donnent pas quelque part aussi raison? Est-ce qu'il faut réellement dire que le fait que, bon, je suis contre un troisième mandat, ou disons la limitation de mandat, fait dire que forcément Alpha Condé serait éternellement candidat à sa position? C'est pas on ne peut pas parler d'Alpha Condé sans regarder dans le rétroviseur. Mais quelque part, est-ce que c'est une détention? C'est une
détention arbitraire. 40 ans d'opposition. Oui, on est d'accord. Mais donc, il va vouloir quand même faire encore 40 ans de pouvoir avant quand même de décéder. des principes de démocratie. Hein, on est d'accord. Mais n'occultez pas le fait que quand même... qu'ils disent qu'ils comptent la limitation. Je suis d'accord. Ça, il le dit au moment où il est devenu président. Ça Pas quand il était dans l'opposition. Oui, mais n'occultez pas le fait de dire également sur ces questions. Adams, comment vous l'appelez, Alpha Condé, il y a déjà eu des situations qui ont aggravé la situation. Ce n'est pas la première fois qu'il a tenté. Ce n'est pas la première fois qu'il a tenté. Et maintenant, bien avant, vous vous rappelez que même un de ses anciens ministres de la justice a dû démissionner, a fait des déclarations que voilà que lui, il est contre la modification de la Constitution et on a créé des commissions derrière eux. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire que ce n'est pas son intention. Watch our channels now.